Le juge Frank Caprio a pris une jeune femme dans ses bras lorsqu'elle le lui a demandé. La juge Mindy Glaser n'a pu s'empêcher d'être émue lorsqu'elle a présidé l'affaire Arthur Booth, un ancien camarade d'école primaire. Au fil des ans, il y a eu des cas où des juges ont fait preuve d'une compassion extraordinaire dans les salles d'audience. La juge Mindy Glaser et Arthur Booth. Notre première histoire nous emmène dans une salle d'audience de Miami en 2016, où ce qui aurait dû être une audience de routine pour une affaire de cambriolage est devenu un moment viral qui a touché des millions de cœurs à travers le monde et changé à jamais notre façon de voir l'intersection entre histoire personnelle et devoir professionnel. La juge Mindy Glaser présidait ce qui semblait être une affaire comme les autres, lorsque le prévenu Arthur Booth a été amené devant son tribunal, la tête baissée, s'attendant peut-être à la procédure habituelle qui lui était désormais familière. Mais lorsque la juge Glaser a baissé les yeux vers l'homme assis sur le banc des accusés, quelque chose a fait tilt. Les années se sont effacées, et soudain, elle ne voyait plus seulement un criminel accusé, mais un visage de son passé, un camarade de classe du collège Nautilus, qui avait autrefois partagé ses couloirs, sa cafétéria, peut-être même ses rêves d'avenir. À cet instant, les frontières formelles entre la juge et l'accusé se sont dissoutes, remplacées par la reconnaissance de deux personnes dont les vies avaient pris des chemins radicalement différents à partir d'un même point de départ. Ce moment de reconnaissance était palpable, voire électrique, créant l'un de ces rares cas où le poids de l'histoire personnelle entre en collision avec la machine judiciaire. La juge Glaser a exprimé sa surprise et sa tristesse en voyant son ancien camarade de classe dans de telles circonstances, sa voix portant le poids des souvenirs partagés et la profonde déception de voir à quel point leur chemin avait divergé. Voici quelqu'un qui avait autrefois été son père, quelqu'un qui avait bénéficié des mêmes opportunités d'éducation et d'épanouissement, quelqu'un qui avait fréquenté les mêmes salles de classe et arpenté les mêmes couloirs, et qui se tenait désormais devant elle, accusé de cambriolage. On ne saurait trop insister sur le caractère poignant de ce moment. En un instant, la juge Glaser a été confrontée à la dure réalité de la façon dont les circonstances de la vie, les choix et peut-être la chance peuvent conduire deux personnes qui ont commencé au même endroit à se retrouver de part et d'autre de la barre. Ce moment a humanisé à la fois l'accusé et le processus judiciaire lui-même, rappelant à toutes les personnes présentes que les personnes qui comparaissent devant nos tribunaux ne sont pas des criminels abstraits, mais des êtres humains réels, avec une histoire, des relations et des liens qui vont bien au-delà de leur situation actuelle. Mais la juge Glaser ne s'est pas contentée de reconnaître cette réalité. Elle a saisi l'occasion de faire ce que les juges ont rarement la chance de faire. Parler directement du potentiel de changement d'une personne, forte de la connaissance de ce qu'elle était autrefois et de l'espoir de ce qu'elle pourrait redevenir. Elle lui a donné des conseils sincères pour qu'il change de vie et a pris la décision compatissante de le mettre en probation plutôt que de lui infliger une peine plus sévère. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sur un moment touchant de compassion judiciaire qui nous a rappelé à tous notre humanité commune. Mais ce n'est pas le cas. La partie la plus forte de cette histoire est venue plus tard, lorsqu'Arthur Booth a purgé sa peine de prison. À sa libération, la juge Glaser était là pour l'accueillir, non pas avec la poignée de main formelle d'un magistrat, mais avec une étreinte chaleureuse et sincère. Cette étreinte représentait bien plus qu'une simple salutation. Elle symbolisait une seconde chance, la conviction que notre passé ne doit pas nécessairement déterminer notre avenir et l'impact profond que la reconnaissance et la compassion peuvent avoir dans les endroits les plus inattendus. Sans un mot, le juge Glaser disait « Je me souviens de qui vous étiez, je vois qui vous pouvez devenir et je crois en votre capacité à changer. » La vidéo de leur première rencontre au tribunal est devenue virale, touchant les cœurs du monde entier et suscitant des discussions sur le rôle de l'empathie dans notre système judiciaire, prouvant que parfois, les moments les plus forts de la justice ne se produisent pas lors du prononcé officiel des sentences, mais dans la reconnaissance d'une humanité commune. Cette histoire réconfortante de retrouvailles et de rédemption nous rappelle avec force que parfois, notre passé peut nous rattraper de manière inattendue, à la fois difficile et inspirante, comme nous le verrons dans notre prochain cas. Le retour d'Arthur Booth. L'histoire de la juge Mindy Glaser et d'Arthur Booth aurait pu se terminer par cette étreinte émouvante et un dénouement heureux sur le pouvoir de la reconnaissance et des secondes chances. Malheureusement, la vie, avec toutes ses complexités chaotiques et ses réalités tenaces, avait d'autres plans qui allaient mettre à l'épreuve les fondements même de la foi, du pardon et des limites de la compassion judiciaire. En 2024, 8 ans après leur première rencontre virale, Arthur Booth s'est retrouvé une nouvelle fois devant le tribunal de la juge Glaser, cette fois-ci pour répondre à de nouvelles accusations de vol. Cette deuxième rencontre avait un poids presque palpable, une lourdeur qui semblait remplir la salle d'audience de questions tacites sur la nature de la rédemption, la réalité de la récidive et la complexité déchirante du changement humain. L'espoir et l'optimisme qui avaient caractérisé leur première rencontre étaient désormais teintés de déception, de frustration et de la dure réalité que le changement est souvent plus complexe et difficile à appréhender qu'un simple moment de reconnaissance ne peut le permettre. La vidéo virale qui avait autrefois inspiré des millions de personnes semblait désormais un lointain souvenir, remplacé par le rappel sobre que toutes les histoires de seconde chance ne se terminent pas comme nous l'espérons.
La juge Glaser a de nouveau fait référence à leur passé commun. Mais cette fois-ci, ses paroles étaient lourdes de déception. On pouvait entendre dans sa voix le poids des espoirs déçus, la douleur de voir quelqu'un en qui elle avait cru sembler gâcher l'opportunité qu'elle avait contribué à créer. Ce moment a cristallisé l'un des aspects les plus difficiles du travail au sein du système judiciaire. La réalité que tous ceux qui bénéficient de compassion et d'une seconde chance ne sont pas en mesure d'en tirer immédiatement parti. Elle s'est récusée de l'affaire. Pourtant, même face à cet échec, alors qu'il aurait été facile et peut-être compréhensible d'adopter une position plus dure, la juge Glaser n'a pas abandonné sa conviction que Booth pouvait changer. Elle a continué à lui donner des conseils sur sa réinsertion tout en prononçant la peine nécessaire. Son approche a démontré quelque chose de profond sur la nature de la compassion et de la justice. La véritable compassion ne s'arrête pas lorsque quelqu'un ne répond pas à nos attentes la première fois, et la croyance authentique dans le potentiel humain nous oblige parfois à continuer à faire preuve de clémence, même lorsque cette clémence semble avoir été gaspillée. Cette affaire nous rappelle de manière saisissante que le chemin vers la rédemption est rarement linéaire, rarement simple et rarement aussi direct que nous pourrions l'espérer. Il est semé d'embûches, d'échecs, de rechutes et de moments qui mettent à l'épreuve notre foi dans la capacité de l'être humain à changer. Mais il montre également que certaines personnes, comme la juge Glaser, comprennent que la véritable justice consiste parfois à continuer de croire au potentiel d'une personne même lorsqu'elle a trébuché, même lorsqu'elle nous a déçus, et même lorsqu'il serait plus facile d'abandonner et de la considérer comme un cas désespéré. Le fait que la juge Glaser ait continué à traiter Booth avec humanité et espoir, même après qu'il ait apparemment gâché la seconde chance qu'elle lui avait donnée, témoigne d'une compréhension plus profonde de ce que signifie réellement la justice. Il ne s'agit pas seulement de punition ou même de réinsertion, mais de maintenir la foi dans la valeur fondamentale et le potentiel de chaque être humain, quel que soit le nombre de fois où il peut échouer. Sa réaction nous rappelle que parfois, la chose la plus importante que nous puissions faire pour quelqu'un n'est pas de résoudre ses problèmes ou de garantir son succès, mais simplement de continuer à le considérer comme digne de grâce et capable de changer, même lorsque les preuves suggèrent le contraire. Si l'histoire de la juge Glaser nous montre la complexité des chances répétées, notre prochain cas nous emmène vers un tout autre type de reconnaissance, qui s'est produit sur la scène nationale et a suscité un débat intense sur les limites de la compassion judiciaire. La juge Tammy Kemp et Amber Geiger. La salle d'audience était électrique, sous l'effet de l'attention médiatique et du poids d'une affaire qui avait capté l'attention nationale et suscité des débats passionnés sur la race, la responsabilité de la police et la justice en Amérique. En 2019, la juge Tammy Kemp présidait le procès de l'ancienne policière Amber Geiger, reconnue coupable du meurtre par balle de Botham Jean, un jeune homme noir tué dans son propre appartement par une policière blanche qui affirmait s'être trompée d'appartement. Cette affaire réunissait tous les éléments susceptibles de susciter une intense attention publique. Les questions de préjugés raciaux, les circonstances controversées entourant la fusillade et le contexte plus large de la violence policière à l'égard des Noirs américains qui faisaient la une des journaux à travers le pays. Tous les regards dans la salle d'audience et ceux de millions de personnes à travers le monde étaient rivés sur ce moment, attendant de voir comment justice serait rendue dans une affaire qui était devenue le symbole de tout ce qui ne va pas dans les relations policières et raciales en Amérique. Ce qui s'est passé ensuite a déclenché des débats qui se poursuivent encore aujourd'hui sur les limites appropriées du comportement judiciaire et le rôle de la foi et de la compassion personnelle dans notre système juridique. Après avoir prononcé la sentence de Geiger, la juge Kemp a fait quelque chose qui a stupéfié tout le monde dans la salle d'audience et les millions de personnes qui regardaient à travers le monde. Elle a pris dans ses bras l'ancienne policière condamnée. Mais cette étreinte n'était qu'une partie de ce qui a rendu ce moment si extraordinaire et controversé. La juge Kemp a également donné à Geiger sa Bible personnelle et lui a donné des conseils sur le pardon et la rédemption. Ce faisant, elle a transformé ce qui aurait pu être une simple condamnation en un moment profond de connexion humaine qui a transcendé les limites formelles de la salle d'audience, mais a également soulevé de sérieuses questions sur le rôle approprié des croyances religieuses personnelles dans les procédures judiciaires. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un cas de reconnaissance préalable comme dans certaines de nos autres histoires, les actions de la juge Kemp ont démontré qu'elle reconnaissait l'humanité fondamentale de Geiger, même dans le contexte d'une affaire aussi médiatisée et chargée d'émotions. À un moment où il aurait été facile, voire attendu, de maintenir la distance froide que la justice formelle exige souvent, la juge Kemp a choisi d'accorder sa grâce à une personne que beaucoup considéraient comme un symbole de l'injustice systémique. La réaction a été immédiate, intense et profondément polarisée, reflétant les divisions plus larges de la société américaine sur la race, la justice et le rôle du pardon dans la lutte contre les injustices systémiques. Certains ont félicité la juge Kemp d'avoir fait preuve d'une compassion et d'un pardon qui, selon eux, représentait le meilleur de la nature humaine et des valeurs chrétiennes, considérant ces actions comme un exemple puissant de la façon dont la grâce peut triompher de la haine et dont les actes individuels de miséricorde peuvent commencer à guérir les blessures collectives.
D'autres ont critiqué ces actions, les jugeant tout à fait inappropriées pour un juge, arguant que de telles manifestations d'empathie envers un meurtrier condamné envoyaient un mauvais message sur la justice et la responsabilité, en particulier dans une affaire impliquant un policier blanc ayant tué un civil noir. Les actions de la juge Kemp sont intervenues après qu'elle eut déjà rempli son devoir premier. Veiller à ce que justice soit faite par le biais d'une peine appropriée. Ce qu'elle a offert à Geiger n'était pas une réduction des conséquences, mais plutôt la reconnaissance que même ceux qui ont commis des actes terribles restent des êtres humains capables de remords et de rédemption. Cette controverse met en évidence la tension centrale de notre système judiciaire. L'équilibre entre la punition et la réinsertion, entre la responsabilité et le pardon. L'acte de compassion controversé de la juge Kemp dans une affaire très médiatisée n'est rien en comparaison de notre prochaine histoire, où l'engagement d'un juge à comprendre allait bien au-delà des murs du tribunal, littéralement. Le juge Lou Olivera et Joseph Serna. Parfois, la véritable compassion exige de sortir complètement de notre zone de confort. En 2016, le juge Lou Olivera a été confronté à une affaire qui allait mettre à l'épreuve les limites de l'empathie judiciaire lorsque le vétéran Joseph Serna a comparu devant lui pour une violation de sa période de probation liée à un programme de conduite en état d'ivresse. Il ne s'agissait pas d'une simple violation de liberté conditionnelle. Le juge Olivera a compris que Serna souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique lié à son service militaire, une condition qui ajoutait une complexité supplémentaire à ce qui aurait pu sembler être une affaire juridique simple. Voici un homme qui avait servi son pays, qui souffrait désormais de blessures invisibles de guerre et qui se retrouvait du mauvais côté de la loi. La solution du juge était sans précédent. Le juge Olivera a condamné Serna à une nuit de prison pour violation de sa liberté conditionnelle, mais il a ensuite pris une décision qui a choqué toutes les personnes présentes. Il a décidé de passer cette nuit dans la cellule avec lui. Le juge Olivera a passé toute la soirée à offrir des conseils et un soutien émotionnel aux vétérans, transformant ce qui aurait dû être une punition en une occasion de créer un lien humain. Selon ses propres mots, il ne s'agissait pas d'un coup de publicité. Il s'agissait d'un juge reconnaissant que parfois, la véritable justice exige littéralement de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Le juge Olivera a compris que les difficultés liées au SSPT de Serna n'étaient pas des défauts de caractère à punir, mais des blessures à guérir, et que la guérison exige parfois une présence personnelle qui ne peut être assurée depuis le banc des juges. L'engagement extraordinaire du juge Olivera, à comprendre à travers le partage d'expériences, prépare le terrain pour notre prochaine histoire, celle d'un juge qui a fait de la compassion une partie intégrante de sa philosophie judiciaire. Le juge Alex Calabrese. Dans le quartier animé de Brooklyn, le juge Alex Calabrese s'est fait un nom grâce à une approche qui bouleverse les protocoles traditionnels des salles d'audience. Depuis le début des années 2000, ce juriste remarquable révolutionne discrètement l'administration de la justice dans les affaires mineures par de simples gestes de connexion humaine. Le juge Calabrese est connu pour embrasser ou serrer la main des accusés dans les affaires mineures, en guise d'encouragement après avoir statué sur leur cas. Cela peut sembler insignifiant, mais dans le contexte de notre système judiciaire souvent froid, ces gestes ont un poids et une signification énorme. Ce qui rend l'approche du juge Calabrese remarquable, c'est sa cohérence et son intentionnalité. Ce n'est pas un juge qui a parfois des moments de compassion, c'est un juge qui a construit toute sa philosophie judiciaire autour de l'importance de la réinsertion plutôt que de la punition. Il comprend que pour beaucoup de personnes qui comparaissent devant lui, leur interaction avec le système judiciaire peut être l'un des moments les plus importants de leur vie. Une poignée de main ou une accolade du juge ne fait pas seulement reconnaître leur humanité, elle valide leurs valeurs et suggère qu'ils sont plus que leurs pires moments. La pratique continue du juge Calabrese, depuis plus de 2 décennies, témoigne à la fois de son engagement envers cette philosophie et de l'efficacité dont il a été témoin. Son approche incite les autres juges à réfléchir à la manière dont de petits gestes d'humanité peuvent transformer l'expérience de la justice. Calabrese a été nommé à la Cour pénale en 1997, puis est devenu président du Red Hook Community Justice Center, qui a ouvert ses portes en 2000. Ce centre est un tribunal communautaire multijuridictionnel qui offre toute une gamme de services, notamment des traitements contre la toxicomanie, des consultations en santé mentale, des formations professionnelles et des programmes pour les jeunes tels que le Youth Court, ou des adolescents formés juges des affaires impliquant des délinquants juvéniles ayant commis des infractions mineures. Le Red Hook Community Justice Center est reconnu à l'échelle nationale et internationale pour son approche innovante de la justice, et plus de 60 tribunaux aux États-Unis et 30 tribunaux dans d'autres pays ont reproduit ce modèle. Une étude réalisée en 2013 a révélé que les mineurs dont les affaires avaient été traitées par le centre avaient 20% moins de chances d'être à nouveau arrêtés dans les 2 ans. L'approche systématique de la compassion adoptée par le juge Calabrese offre un beau contraste avec notre prochain cas, où un moment d'erreur judiciaire est devenu l'occasion d'une réconciliation profonde. La rédemption de Courtcam. La télévision nous a donné un accès sans précédent aux procédures judiciaires grâce à des émissions telles que Courtcam. Dans un épisode particulièrement marquant de 2024, les téléspectateurs ont été témoins d'un événement qui résume parfaitement la faillibilité et l'humanité ultime de nos magistrats.
Un juge a d'abord crié sur une accusée en raison d'informations erronées concernant son affaire. La scène était gênante. Voici une figure d'autorité, quelqu'un à qui l'on confie la tâche de rendre la justice avec calme, qui perd son sang-froid et dirige sa colère vers quelqu'un qui, en fin de compte, ne le méritait pas. Mais ce qui s'est passé ensuite a transformé ce qui aurait pu être simplement un moment embarrassant de mauvaise conduite judiciaire en quelque chose de profond. Après avoir réalisé son erreur, le juge ne s'est pas contenté de passer à autre chose. Il s'est sincèrement excusé, puis a pris la prévenue dans ses bras dans un geste de réconciliation, faisant preuve d'une humilité et d'une responsabilité rarement observée chez les personnes occupant des postes à responsabilité. Le juge a également donné à la prévenue des conseils pour aller de l'avant, reconnaissant que son accès de colère inapproprié avait probablement été traumatisant pour une personne déjà stressée par le procès. Sa décision d'embrasser la prévenue n'était pas seulement une excuse, c'était la reconnaissance de son humanité et de sa dignité à un moment où il avait manqué de respecter ses qualités. Cette affaire démontre que la véritable justice n'est pas une question de perfection, mais de responsabilité, de croissance et de volonté de reconnaître nos erreurs. Le parcours du juge, de la colère à l'excuse puis à l'étreinte, représente le type de croissance auquel nous devrions tous aspirer lorsque nous commettons des erreurs. Cet exemple puissant de responsabilité et de réconciliation nous amène parfaitement à notre prochaine histoire, celle d'un juge dont le moment de compassion, devenu viral, a conquis le cœur du monde entier. Le juge Frank Caprio. Dans le paysage des moments judiciaires viraux, rares sont ceux qui ont autant touché les cœurs que le juge Frank Caprio dans sa vidéo désormais célèbre, intitulée « Can I give you a hug ?» Puis-je vous prendre dans mes bras? Ce moment de 2019 résume parfaitement tout ce que nous aimons dans la compassion inattendue de notre système judiciaire. Le juge Caprio, qui s'est forgé une réputation pour son approche compatissante des affaires judiciaires municipales, traitait ce qui aurait pu être une affaire de routine lorsqu'il a pris une décision qui allait avoir un retentissement bien au-delà de la salle d'audience de Providence, dans le Rhode Island. Non seulement il a rejeté les accusations portées contre le défendeur, mais il lui a également offert une étreinte en signe de gentillesse, transformant ainsi ce qui aurait pu être une situation stressante en un moment réconfortant. Il a également donné des conseils empreints de compassion sur la responsabilité personnelle, veillant à ce que sa gentillesse s'accompagne d'une sagesse susceptible d'aider le défendeur à faire de meilleurs choix à l'avenir. Cette combinaison de clémence et de mentorat représente le type d'approche holistique de la justice que de nombreux défenseurs réclament depuis longtemps. Le caractère viral de cette vidéo témoigne d'une aspiration profonde dans notre conscience collective quant à ce que nous attendons de la justice. À une époque où nous sommes souvent bombardés d'histoires sur les dures réalités juridiques, l'approche du juge Caprio offre un aperçu de ce qui est possible lorsque l'autorité s'accompagne d'empathie. Le fait que des millions de personnes aient regardé et partagé cette vidéo suggère qu'il existe un désir universel pour ce type d'approche de la justice. Le moment de compassion virale du juge Caprio, bien que réconfortant, semble insignifiant comparé à la gravité de notre prochain cas, où un juge a facilité la guérison après une tragédie inimaginable. Le juge Sam Medrano et la fusillade du Walmart d'El Paso. Certaines affaires mettent à rude épreuve notre capacité à pardonner et à pardonner. En 2025, le juge Sam Medrano a présidé le procès de Patrick Crusius, l'auteur de la fusillade de masse au Walmart d'El Paso. Il ne s'agissait pas d'une affaire pénale comme les autres, mais d'un moment qui a remis en question les fondements même de nos convictions en matière de justice et de pardon. Ce qui rend cette affaire extraordinaire, ce n'est pas seulement l'ampleur du crime, mais la manière dont le juge Medrano a traité une demande sans précédent des victimes. Dans une décision qui exigeait à la fois du courage et de la sagesse, le juge Medrano a autorisé 2 victimes à embrasser le tireur condamné Patrick Crusius dans la salle d'audience après son jugement. Le juge Medrano n'a pas pris cette décision à la légère. Autoriser un contact physique entre les victimes et l'auteur de crimes aussi odieux implique d'importantes considérations en matière de sécurité et des implications juridiques. Cependant, le juge Medrano a reconnu le besoin émotionnel de tourner la page exprimé par ses victimes, comprenant que la guérison nécessite parfois des occasions de connexion en dehors des limites normales d'une salle d'audience. Le juge a également donné un bref conseil sur le pardon lors de ce moment extraordinaire. Les victimes qui ont demandé cette opportunité ne minimisaient pas l'horreur, elles prenaient le contrôle de leur propre processus de guérison et cherchaient à tourner la page d'une manière qui leur semblait significative. La facilitation de la guérison par le juge Medrano, dans des circonstances aussi extrêmes, nous ramène à la juge Tammy Kemp, dont l'approche de la compassion après le prononcé de la sentence va bien au-delà de son affaire la plus célèbre. La compassion constante de la juge Tammy Kemp. Nous revenons à la juge Tammy Kemp, dont l'étreinte avec Amber Guiger a fait la une des journaux internationaux, mais dont l'approche compatissante va bien au-delà de ce moment unique. La juge Kemp a pris l'habitude, dans le cadre de son travail au tribunal, de s'entretenir avec les accusés après le prononcé de leur peine, afin de leur offrir des encouragements et des conseils avant leur incarcération. Ce qui rend l'approche de la juge Kemp si importante, c'est son caractère systématique.
Dans diverses affaires, elle prend systématiquement le temps d'offrir espoir et conseil aux accusés dans le cadre de sa pratique judiciaire, reconnaissant que les moments qui suivent immédiatement le prononcé de la sentence peuvent être cruciaux pour la façon dont les gens comprennent et acceptent ce qui va suivre. Pour la plupart des accusés, le prononcé de la sentence représente une sorte de fin, la fin de leur liberté et souvent de leur espoir d'un avenir différent. Mais la pratique de la juge Kemp, consistant à offrir des encouragements après le prononcé de la sentence, transforme ce moment d'une fin en un début potentiel, rappelant aux accusés que leur sentence n'est pas le dernier mot sur leur valeur ou leur potentiel. La pratique régulière de la juge Kemp démontre une force émotionnelle remarquable. Prendre le temps d'établir un lien personnel avec chaque accusé qu'elle condamne exige un investissement émotionnel que beaucoup trouveraient épuisant. Pourtant, elle continue parce qu'elle estime que cela sert un objectif essentiel dans le cadre des objectifs généraux de la justice. Sa cohérence dans différentes affaires témoigne de sa croyance fondamentale en la dignité humaine et en la capacité de changement. L'approche systématique de la juge Kemp en matière de compassion nous amène à notre dernière affaire, où l'empathie judiciaire a suscité un débat communautaire sur la nature même du comportement approprié dans une salle d'audience. Le juge californien anonyme. Notre dernier cas nous emmène en Californie, où un juge anonyme a fait la une des journaux en embrassant un accusé dans une salle d'audience après avoir prononcé sa sentence, déclenchant un vaste débat sur la compassion judiciaire et le risque de partialité dans notre système juridique. Cet incident survenu en 2023 résume parfaitement les tensions qui existent actuellement dans notre société quant aux limites appropriées du comportement judiciaire. Ce qui rend ce cas particulièrement intéressant, ce n'est pas seulement l'action du juge, mais aussi la réaction de la communauté qui a suivi. L'incident a suscité un débat sur la compassion judiciaire et les préjugés potentiels. Certains membres de la communauté exprimant leur malaise face à ce qu'ils considéraient comme un comportement inapproprié de la part d'un magistrat. Après le prononcé de la sentence, le juge a donné des conseils sur la réinsertion tout en offrant un geste physique de réconfort, suggérant que sa motivation était sincèrement centrée sur l'aide à apporter à l'accusé pour trouver une voie à suivre. Pourtant, même des actions bien intentionnées peuvent être perçues différemment par les différents membres de la communauté. Le débat communautaire reflète des questions fondamentales qui traversent toutes nos affaires. Quelle est la relation appropriée entre les juges et les accusés? Comment trouver un équilibre entre l'autorité judiciaire et la reconnaissance de notre humanité commune? La nature continue de ces débats suggère que notre société est toujours en proie à des questionnements sur ce à quoi nous voulons que notre système judiciaire ressemble et sur la manière dont nous voulons que nos magistrats se comportent. Cette dernière affaire, avec son débat communautaire et ses réactions mitigées, conclut parfaitement notre réflexion sur l'évolution complexe mais nécessaire de la compassion au sein de notre système judiciaire. Merci d'avoir regardé. Découvrez d'autres cartes à l'écran